Salut à toi et bienvenue à la Fac des sorcières. Dans ce podcast, on part à la rencontre des sorcières pour découvrir leurs pratiques et répondre enfin à toutes les questions qu'on se pose sur un mythe bien réel. Je m'appelle Nicolas Fayard et je t'accompagne dans ta quête pour trouver la sorcière qui sommeille en toi et ainsi affirmer ta juste place dans le monde. L'automne est là. Tu sens cette ambiance bien particulière qui flotte dans l'air ? Pour moi, c'est une période magique, parce que c'est le moment où les cours reprennent à Esteria, l'école bienveillante d'éveil à la sorcellerie que j'ai fondée. Mais octobre, c'est aussi synonyme d'une nouvelle saison du podcast. Vous avez été nombreux et nombreuses à soutenir la saison 1. Et j'ai voulu vous remercier du fond du cœur, car c'est vos retours qui me donnent l'énergie et la force de continuer ce format cette année. On commence donc cette année, cette deuxième saison, en beauté, avec la douce et inspirante Ketty Adastra. Youtubeuse, écrivaine, naturopathe, amoureuse des livres et de la vie, Ketty a de nombreux talents. Mais ce que j'admire chez elle, c'est surtout l'art et la manière qu'elle a de voir la beauté du monde dans les choses simples de la vie. Cette magie du foyer, inspirée par les enfants, permet un réel enchantement de la vie et de notre environnement. Fort de son expérience, elle vient tout juste de sortir son premier livre aux éditions Danaé, dans la collection Grimoire des Sabbats, autour d'une célébration que j'affectionne particulièrement et qui va bientôt arriver, c'est Samhain. C'est en précommande partout et c'est déjà un best-seller que je te recommande chaudement. Est-ce que tu es prête à reprendre la route avec moi pour une deuxième saison ? Alors prends un plaid, une bonne tisane et surtout, reste magique. Salut Ketty. Bonjour Nicolas. Je suis vraiment très ravi et très honoré de t'accueillir sur ce podcast. Merci de m'accueillir, vraiment je suis moi-même très honorée de faire partie des personnes interviewées. Ouais, j'aime beaucoup ton travail et ça me tenait vraiment à cœur de t'interviewer et de te poser pas mal de questions que plein de gens se posent aussi, j'imagine. Mais avant, j'aimerais bien commencer par la petite question rituelle qui est comment est-ce que tu es entrée dans le monde de la sorcellerie et qu'est-ce que c'est pour toi ? Alors, c'est drôle cette question, j'ai pas une réponse linéaire à te faire parce qu'il y a eu comme plusieurs étapes dans mon entrée dans ce monde. C'est-à-dire que, alors déjà, il faut savoir que je suis fille unique, ce qui fait que j'ai passé beaucoup de temps toute seule quand j'étais petite, quand j'étais enfant. Et je pense que cette solitude dans mon enfance m'a porté à être très attentive à tout ce qui se passait autour de moi. J'ai passé beaucoup de temps dans mon jardin, j'ai passé beaucoup de temps à être seule, à observer les choses. Et le fait de pas avoir d'interaction, enfin assez peu avec d'autres enfants, en tout cas dans les temps libres, dans les week-ends et tout, ça m'a porté à cette attention particulière au monde qui m'entourait. Et je crois que c'est là que ça a commencé. J'ai commencé à m'intéresser aux petites plantes dans mon jardin, à ce qui se passait, aux arbres, et puis à faire mes petites tambouilles de sorcière. Alors au début c'était un jeu, et puis très rapidement, c'était plus qu'un jeu, c'était une façon d'être à moi. Et puis en grandissant, je te dirais que les choses se sont un peu perdues parce que alors le monde de la sorcellerie, tout ça, c'était pas très bien vu dans ma famille. C'est-à-dire que moi, je suis issue d'une famille très cartésienne, très athée, très cartésienne. Et puis ma maman, elle me disait toujours, moi, je crois que ce que je vois. Enfin, il y avait pas beaucoup d'interaction possible de ce côté-là, en tout cas. Donc très rapidement, j'ai compris que bon, c'était peut-être pas le meilleur endroit pour moi pour m'exprimer de cette façon-là. En tout cas, quand j'étais enfant, j'ai trouvé une forme de barrière, tu vois. Mais je sentais vraiment que c'était là que ça avait envie de se développer. Et les choses ont pris un tour un petit peu plus intéressant à mon adolescence où j'ai commencé à pouvoir acheter des choses par moi-même. Et donc j'ai eu très envie de me lancer dans le monde de la sorcellerie, d'en apprendre un peu plus. Mais alors quand j'avais 14, 15, 16 ans, si tu veux, les livres qu'on avait à disposition en français, c'était pas comme aujourd'hui, hein. On n'avait pas les éditeurs qui m'ont traduit, les auteurs anglophones, hein, pas du tout en fait. On avait vraiment, si on voulait lire des choses en sorcellerie, il fallait soit se tourner vers la littérature anglophone, les imports, ce que j'avais pas vraiment, soit lire des très très vieux documents comme Le Grand et le Petit Albert. Alors je sais pas si tu connais, mais alors
Si tu te lances dans ce genre d'ouvrage du Moyen-Âge, faut quand même s'accrocher pour se lancer dans la sorcellerie avec ça. C'est ce que j'ai fait quand même, mais c'était pas tout à fait évident, et c'est pour ça que les gens qui se lancent aujourd'hui, c'est complètement différent de mon époque, hein. Moi, je suis dans les années 80, donc voilà. Et alors, ça s'est développé un petit peu avec ça, et puis bon, je te dirais vraiment que c'est vers l'âge de 25-26 ans où j'ai fait un switch. J'ai eu vraiment envie de me lancer notamment dans la cartomancie, et je me suis lancée vraiment dans le tarot. Et là, l'univers du tarot m'a vraiment propulsée de nouveau dans l'univers de la sorcellerie, que j'avais pas complètement abandonné, mais qui était là sans s'exprimer complètement, parce que je ne sentais pas que j'avais l'espace pour le faire autour de moi. Et je me souviens que là encore, j'ai pas forcément eu un accueil très favorable de mon entourage. C'était, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais les cartes, c'est... Alors, il y avait soit pour les personnes croyantes, c'est quelque chose qui vient du diable, et puis pour celles qui n'y croyaient pas, c'est un truc de charlatan. Donc, finalement, je n'en parlais pas, tout simplement. Et pendant très longtemps, ça a été ça, c'est-à-dire que je vivais un peu ma vie de sorcière, je commençais à faire mes petits rituels sans en parler, et personne, vraiment, je crois que personne ne le savait, tout simplement. Et il y a vraiment eu un tournant à la naissance de mes enfants, parce que quand je suis devenue maman, quand j'ai eu 32 ans, vraiment là je me suis dit, en fait, j'ai plus de temps à perdre. J'ai plus de temps à perdre à être quelqu'un que je ne suis pas. C'est pas possible. Je ne veux plus continuer sur ce chemin. J'ai juste envie de pouvoir vivre ma vie sans avoir peur d'être qui je suis. Je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour mes enfants, parce que j'ai envie qu'elles puissent s'autoriser à être qui elles veulent. Et là, il y a une rencontre qui a vraiment changé tout dans ma vie. C'est Joséanne SC, qui a fondé Witch. Parce que c'est une femme vraiment qui est très, très assumée. Et j'ai participé à une retraite qu'elle a organisée. Et je me souviens que ma deuxième petite fille avait à peu près 1 an. Et je suis partie une semaine comme ça, et j'avais posé l'intention pendant cette retraite de sorcière d'en ressortir avec, comment dire, d'être complètement authentique, d'arrêter de me cacher sur mes pratiques. Et ça a été il y a eu un avant et un après. Il y a eu un avant et un après avec cette retraite. Et quand je suis revenue, je me suis dit, ok, c'est bon, je me sens prête. Je me sens prête à faire mon coming out de sorcière. Et ça a été le cas. À partir de là, j'ai eu envie de créer ma chaîne YouTube. J'avais commencé, mais alors, juste après, il y a eu le confinement, tout ça. Donc, ça s'est fait juste après toutes ces périodes de confinement. Et ça y est, c'était parti. C'était parti. Même si au début, tu as dû le voir sur ma chaîne YouTube, je commençais à en parler de façon un petit peu timide, parce que, comme à côté de ça, j'étais naturopathe, je me disais, bon, déjà que la naturopathie, c'est pas forcément considéré comme quelque chose de très sérieux. Si en plus, je parle de sorcellerie, c'est fichu. mais c'était devenu impératif, et à partir de là, vraiment, ma vie a pris un autre tour. Trop bien. C'est super intéressant ce parcours de... Bon, après, moi, je vais mettre des mots là-dessus, mais de cet archétype un peu de la prêtresse, de l'enfant qui a beaucoup de gratitude pour la nature qui l'entoure, et après ce passage dans la magicienne de affirmer qui je suis, de mon authenticité et tout. C'est intéressant de voir que en fait nos vies elles sont pas linéaires, comme tu disais, et qu'en fait on passe de morceaux de vie en morceaux de vie, et à chaque fois c'est une facette de nous qui s'exprime dans la sorcellerie. Oui, moi je dis toujours qu'il y a plusieurs vies dans une vie. Et je le ressens vraiment fort. Et du coup, t'en es où en ce moment dans tes phases de vie? Eh bien, j'en suis à trouver un équilibre. Non, je pense que j'ai trouvé cet équilibre. J'essaye d'apporter à mes petites filles, parce que 2 petites filles que j'ai, cette connaissance-là. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, moi j'ai été élevée dans une famille très, très cartésienne, et clairement je ne reproduis pas ce modèle au sein de mon foyer, et j'essaye d'élever mes filles
avec cette sensibilité au subtil, à la magie. Et c'est quelque chose dont on parle de façon très décomplexée, c'est OK. Et ce qui est OK, c'est que le papa est d'accord aussi, donc ça fonctionne bien, tu vois, faut qu'on soit d'accord là-dessus. Donc là, mon étape de vie, c'est élever mes enfants dans le paganisme. Et j'essaye de le montrer un petit peu sur Internet, toute proportion gardée, parce que ce sont quand même des enfants, donc je veux pas non plus mettre trop mes enfants en avant, mais je le fais quand même un petit peu parce que je veux aussi montrer que finalement la sorcellerie c'est souvent loin de ce qu'on peut s'imaginer, des clichés qui sont véhiculés, et que vivre une vie de famille où la sorcellerie ou le paganisme est au cœur de nos pratiques, c'est pas quelque chose de bizarre en fait, c'est quelque chose de très beau, de simple et naturel. C'est super intéressant cette question de vivre la magie au quotidien. Parce qu'on a souvent, effectivement, quand tu parles du petit et du grand Albert, on a souvent l'image de la sorcellerie sous les grands rituels qui durent des heures, avec plein de protocoles et tout. Moi aussi, je suis très éloigné de cette pratique-là. Et du coup, j'aimerais bien savoir comment toi, tu manifestes cette magie du quotidien. Alors, comme tu l'as dit, oui, ça passe par des rituels qui sont fort simples. Et avec surtout des matières premières qui sont très accessibles. C'est-à-dire que moi, quand je pratique, il n'y a jamais 10 ou 15 choses qu'il faut amener pour que ça réussisse. Il n'y a pas besoin de sang de dragon, il n'y a pas besoin d'une aile de poulet ou je sais pas. Non, c'est jamais ça ma pratique. C'est toujours des choses très très faciles à avoir, qui sont souvent locales. Moi je dis toujours, le romarin qui pousse dans ton jardin, c'est sûrement plus pertinent que la sauge blanche qui pousse à l'autre bout de la planète et qui prive les peuples autochtones. Donc ma magie, elle est beaucoup fondée sur ça, sur ce que je vais avoir près de chez moi, ce que je peux moi-même récolter sans faire du mal à la nature, bien sûr, en prélevant juste ce dont on a besoin. Ça passe aussi par la question des cristaux. Hein. Je pense que aujourd'hui, c'est important d'en parler. Hein. Il y a beaucoup d'engouement pour la lithothérapie, mais il y a un prix derrière tout ça. Il y a un prix humain, il y a un prix environnemental très très fort. Et ces questions-là, souvent, on préfère pas se les poser parce que ça fait de la peine de se dire, bah oui, le très joli quartz rose qu'il y a sur mon bureau, en fait, il a été extrait dans des conditions effroyables. À mon sens, il y a parfois beaucoup plus de magie dans un galet que tu as ramassé au bord de la mer avec tes enfants que dans un quartz rose qui a été récolté à la dynamite où on a fait travailler des enfants, tu vois. Donc moi je pense que tout ça impacte aussi notre magie, hein. Faut pas imaginer que c'est vide d'énergie. Donc cette magie du quotidien, c'est déjà ça, travailler avec ce qu'on a à côté de chez soi, ce qui nous rattache à notre terre et ce qui fait du sens. Ouais, j'aime beaucoup cette approche effectivement de faire avec ce qu'on a et là où on est arrivé en fait. Moi, je travaille beaucoup avec l'angéologie, la question de la naissance aussi, sur ok, je suis arrivé ici avec ce que j'ai dans cet environnement-là, quoi. Donc qu'est-ce que je fais avec cet environnement-là, quoi. Exactement. Et ça nous connecte beaucoup avec le lieu où on est, ça nous permet de nous ancrer. Et c'est comme ça qu'on fait de la bonne magie, en étant d'abord très ancré au final. Je suis curieux de savoir comment ça se passe dans une journée lambda chez toi. Comment la magie s'infiltre dans ton quotidien? Alors, il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Ouais. Et puis, mais la magie, elle peut vraiment se vivre à tous les moments. Tu vois, par exemple, je t'ai expliqué que ces derniers jours, j'avais mal à la gorge, comme il y a des écarts de température, il fait très chaud dehors, il y a des clims dans les magasins, dans les bibliothèques. J'ai attrapé très mal à la gorge et plutôt que simplement me faire une tisane, j'ai enchanté ma tisane. Donc ça passe par le choix des plantes que je vais utiliser. Et puis comment je vais les charger, quelle intention je vais y poser, et ça fait toute la différence entre se faire une simple tisane et vraiment rajouter de la magie dans ce qu'on fait pour prendre soin de soi. Donc ça, c'est un exemple très simple de magie du quotidien. J'aime bien tout ce qui touche à la nourriture parce que c'est facile à mettre en place, la kitchen witchery. C'est vraiment une façon d'apporter beaucoup d'enchantement
dans la vie, et c'est quelque chose qu'on peut partager vraiment au niveau familial. Et c'est facile à mettre en place. Dès qu'on fait un gâteau, on peut faire juste une tarte, puis on peut faire un peu plus qu'une tarte. On peut poser certaines attentions, on peut tracer des sigils dans la pâte à tarte si tu veux, on peut faire toutes sortes de choses. C'est accessible, et c'est ça que j'aime en fait, c'est une magie accessible. Ah, c'est marrant quand tu parles de ça. J'ai pas encore d'enfants, mais ça va bientôt arriver. Et souvent, les enfants, ils ont cette appétence naturelle pour rajouter de la magie dans un peu tout, quoi. Ce genre d'imaginaire qui passe par des gestes. Oui. Et du coup, je me demande, dans ta relation avec tes enfants, comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui leur apprends des trucs, ou est-ce que aussi y a eux qui t'apprennent des choses? Eh ben, c'est plein de choses. Alors évidemment, moi je communique beaucoup avec elles parce que par exemple, moi je crois aux fées. Et donc, je leur ai beaucoup parlé de l'univers féerique. Et évidemment, ce sont deux petites filles, alors elles sont fascinées par tout ça. Et elles vont en parler très facilement. Si on fait une petite balade en forêt, on va aller voir les fées, où est-ce que sont les fées? Et puis, volontiers, elles vont me dire, ah ben j'en ai vu une. Et c'est formidable. Et je le vois aussi, elles vont naturellement avoir des petites réflexions qui me disent, tiens, elles ont chopé quelque chose. Par exemple, l'autre jour, ma fille aînée, elle faisait un dessin et je lui ai demandé, tiens, pour qui il est ce dessin? Il est très beau. Elle m'a dit, je le fais pour le vent. J'ai fait ce dessin pour le vent. Elle voulait l'offrir au vent. Et je me suis dit, oui, en fait, ça a beaucoup de sens finalement. Et je ne saurais pas dire si j'ai une méthodologie pour tout ça. Il n'y en a pas en réalité. J'essaie toujours de pointer du doigt avec elle ce qui semble intéressant quand on marche en forêt. Alors qu'est-ce qui se passe? On va aller toucher les arbres. Qu'est-ce qu'on ressent? Ça passe beaucoup par une éducation très très forte en termes d'écologie, parce que moi c'est une question qui m'est vraiment très très chère. Enfin, je suis plutôt éco-anxieuse et je pense qu'en tant que parent, on a une énorme responsabilité. En tout cas, à mon sens, c'est vraiment très important qu'on puisse éduquer nos enfants sur cette question, et ça passe beaucoup par ça, par ce lien qu'on a avec la nature, et puis qu'est-ce qu'on peut faire, comment on ne possède pas la terre, on y est quelque temps, et puis on doit en prendre soin, et comment on peut en prendre soin. Alors quand on est au bord de la mer, on fait pas n'importe quoi, on ne cueille pas n'importe quelle fleur pour l'arracher. Non, on peut prélever un coquillage, quelque chose, mais on va essayer d'être toujours parcimonieux dans notre façon d'interagir avec notre environnement. J'ai l'impression qu'en fait, cette magie du quotidien dont on parle, elle est au niveau de la conscience, de dire, et peut-être que c'est une conscience animiste d'ailleurs, de dire qu'il y a de la vie dans chaque chose, et que en fait c'est juste avoir conscience de ça qui nous met dans un état d'esprit où on vient enchanter le monde, en fait. Oui, je pense aussi. Je ne sais pas vraiment quel mot mettre dessus, mais effectivement, moi j'aime bien cette idée de réenchanter le monde. On peut se dire, ouais, un caillou, c'est juste un caillou. Et puis, on peut se dire que c'est un peu plus. On peut se dire qu'il y a une mémoire, qu'il y a quelque chose, qu'il y a l'esprit du lieu qui est ici, et que le moindre petit caillou a quelque chose à nous apprendre. Et c'est ce que je crois profondément. Oui, et puis j'imagine que cet état d'esprit-là change beaucoup de choses dans ton quotidien et dans ta manière de voir les choses, quoi. Oui, surtout que, alors, moi je suis à Paris, donc on est dans un environnement ultra urbain, et ça m'aide beaucoup cet état d'esprit à réussir à me connecter quand même à la nature à travers la ville, par le peu de végétation qui nous entoure, mais qui est quand même là à travers les squares, les parcs, et puis mais aussi par la nature humaine, tout simplement. Ça aussi, c'est la nature. Tu vois, on oublie, mais carrément. Et du coup, enfin, moi, je suis pas le bon public parce que tout ce que tu me dis me parle beaucoup. Mais j'imagine que, et en plus c'est intéressant parce qu'on est entre le cancer et le lion là au moment où on enregistre. Le cancer qui est très tourné sur le foyer, sur justement ce cocon où tout est possible. Et à la fois le lion qui va aller chercher son unicité à l'extérieur. Comment tu vis justement la vie normale, et comment tu insuffles un peu de cette vision-là dans le monde moldu, je pourrais dire. Mais... c'est pas toujours évident.
Je te dirais que, alors aujourd'hui tout de même les choses ont beaucoup évolué et je trouve que à bien des égards la sorcellerie est devenue à la mode. Tu vois, c'était pas le cas il y a encore 5-6 ans. C'était pas vraiment ça qui était sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, c'est presque banal. Alors pas complètement, parce que pas dans tous les milieux, finalement. Mais c'est vrai que ça me demande toujours un petit effort d'adaptation quand au moment des interactions avec les gens. Très rapidement, j'essaie de jauger, tiens, qui est en face de moi, jusqu'où je peux aller. À quel niveau de conversation on peut aller, que ce soit OK pour nous deux. Et c'est une adaptation constante parce que la sorcellerie est à la mode, mais pour certaines personnes, pas pour l'ensemble de la population, pas encore. Donc pour répondre à ta question, comment j'insuffle de la magie dans le monde moldu, ça va être en fonction de la personne que j'ai en face de moi, ça va pas être la même chose, tu vois, ça va être par des petites parfois on peut avoir des grandes conversations profondes, puis on va très très loin, et parfois ça va être juste des petites des mini touches parce que c'est tout ce que la personne peut supporter en fait. Donc j'ai pas une réponse claire à cette question. Ouais, et puis je trouve ça intéressant d'explorer ce truc-là. J'ai vécu une retraite là il y a pas longtemps où j'étais à la sortie de ce truc-là, j'étais vraiment en béatitude complète, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et voilà, je me suis reconfronté au monde normal. Ah, c'est dur. J'ai essayé de me dire en fait peut-être que l'autre il a cette part aussi en lui. Oui. Et comment je peux jouer à la réanimer. Et souvent moi j'ai remarqué que ça passait par les compliments. Par exemple, j'ai croisé une fille avec les cheveux bleus dans la rue, je dis ouais, ils sont super tes cheveux. Et j'aime bien faire ce jeu-là de complimenter des inconnus. Et en fait, c'est une culture très américaine. J'ai remarqué qu'aux États-Unis, les gens t'arrêtent dans la rue pour te dire waouh, c'est génial, ta bague elle est trop belle. Enfin, je sais pas, c'est un truc qu'on n'a pas trop en France. C'est vrai. Et je trouve que c'est un bon moyen de réenchanter la vie quotidienne de tout le monde. T'as raison, c'est vrai. Je pense aussi que cette approche positive, en arrivant vers les gens, ça crée des ouvertures. Et du coup, alors j'imagine que depuis que t'as créé ta chaîne YouTube, il s'est passé des trucs par rapport au fait que t'as fait ton reaching out, qu'il y a des gens qui sont venus t'en parler, de dire ok, tu fais ça, comment ça se passe, comment t'as vécu cette transition de dire ok, là c'est public, je suis une sorcière. Eh ben, pour tout avouer, ce qui a été le plus difficile pour moi, ça a été de le révéler à ma propre famille, aux gens les plus proches de moi. Parce que souvent, ce sont les gens qui sont les plus proches de nous qui sont les plus ignorants sur qui on est. Tu vois, mes propres parents, donc. Et j'avais un peu d'appréhension j'avais même beaucoup d'appréhension sur comment ça allait être reçu. Parce que finalement, ils auraient pu se dire, mais alors, elle nous a menti. Et c'était vrai aussi pour mes meilleurs amis, hein, vraiment. Mais c'était plus possible, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'étais arrivée à un point de rupture de ma vie où, tu vois, j'ai tout fait dans cette petite boîte trop petite pour moi où je me contorsionnais. Ça n'allait plus. Donc c'était une nécessité. Et là où je pensais recevoir de la critique, ou même parfois des moqueries, en fait, au contraire, j'ai reçu beaucoup de bienveillance et un accueil très positif de tout ça. Je crois que mes parents ont été assez surpris et qu'ils ont été plutôt contents de voir le travail que je faisais et que je proposais, parce que je crois que ça leur a permis de conscientiser le fait que le monde de la magie de la sorcellerie, c'est pas un truc creepy, tu vois, ça peut être quelque chose de très simple, de très lumineux. Je veux dire, il y a toutes sortes de façons d'exercer la sorcellerie, tu vois, il y a toutes sortes de voies. Et mais en tout cas, celle que je mets en avant sur ma chaîne YouTube, je pense que c'était rassurant pour eux. Ils se sont dit ah ok, mais en fait c'est pas ce qu'on s'imaginait, parce que bien sûr ils se doutaient de quelque chose. Ils ont vécu avec moi pendant longtemps, mes parents, donc ils savaient très bien que j'avais cette appétence pour le merveilleux et puis pour un peu plus. Et je crois que finalement cette chaîne YouTube, ça les a rassurés et que je m'étais fait toute une montagne de pas grand chose. Et finalement, j'aurais pu le faire il y a très longtemps, ce Comme de sorcière, mais j'étais retenue par mes peurs, juste mes peurs. Ouais, c'est un super apprentissage. Et j'invite vraiment les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent à sauter ce pas-là dans un environnement safe, effectivement, parce que c'est vrai que oui, les parents, finalement, ils sont souvent soutenants, ou des amis, ou enfin voilà, ça peut être intéressant de commencer par là, quoi.
Et là où j'avais aussi beaucoup de peur par rapport à ce coming out, je t'en ai touché un petit mot au début, c'est l'accueil qui allait être fait au sein de mon milieu professionnel, c'est-à-dire que la naturopathie souffre déjà d'une vision un petit peu parfois ésotérique, alors que c'est pas du tout une discipline ésotérique. Hein. La naturopathie, c'est pas n'est pas lié forcément à la sorcellerie, mais c'est vrai que moi j'avais envie de l'allier, voilà, dans mon approche personnelle. Ça me faisait souci de me dire ok, je vais parler de sorcellerie sur ma chaîne YouTube et on va se dire mince, ces gens qui font de la naturopathie sont complètement perchés. Et en réalité, non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. À partir du moment où je me suis vraiment autorisée à en parler librement, j'ai eu beaucoup plus de personnes qui m'ont contactée pour faire des consultations de naturopathie parce que finalement, elles me connaissaient par ce biais et elles avaient envie d'avoir un accompagnement où les deux aspects allaient pouvoir être mêlés. Et finalement, oui, on fait on fait du bien meilleur travail quand on est sur la même longueur d'onde finalement. Donc ça a été très merci aussi de ce côté-là. Oui, ça aurait été dommage en fait de te priver de cette facette-là, surtout que faire naturopathie et sorcellerie pour moi c'est vraiment compatible quoi. Ça fonctionne complètement ensemble. Oui. Et c'est vrai que c'est intéressant. Là, je parlais tout à l'heure de l'énergie du lion, mais à partir du moment où tu affirmes ce truc-là de dire bah voilà, c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner. Je fais de la naturopathie, je fais de la sorcellerie. Je trouve que quand tu commences à affirmer ce truc-là, il y a vraiment un truc qui fait que les gens qui partagent tes valeurs sont attirés par ça et du coup tu as vraiment des relations avec tes amis, tes clients qui sont vraiment plus apaisés, je trouve. Tout à fait, parce que c'est dit dès le départ, donc il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà, c'est établi dès le départ. Du coup, est-ce que ta relation à la naturopathie a changé depuis que oui, je te dirais, j'ai pas mal délaissé la naturopathie au final parce que c'est vrai que quand je me suis formée en naturopathie, c'était déjà une reconversion de la naturopathie. Avant, j'étais dans le milieu de l'histoire de l'art et de l'archéologie, dans la recherche. Et je m'étais lancée en naturo et ça a été une période de ma vie vraiment, vraiment formidable et qui m'a vraiment permis de rencontrer des gens qui étaient extrêmement ouverts sur le milieu de l'énergétique, sur le milieu de tout ce qui était plus subtil, tu vois, et ça m'a beaucoup formée. Mais c'est vrai que, comme on l'a dit, il y a plusieurs vies dans une vie. Et là, j'ai davantage envie de me consacrer intégralement à la sorcellerie et aussi à mon travail d'écriture. Et à ma chaîne YouTube, ça me prend du temps, tu sais. Ah oui, je sais. C'est du travail, hein. Souvent on se rend pas compte du travail derrière. Souvent on ne se rend pas compte du travail derrière une vidéo. Mais c'est quand même pas mal d'heures de travail. Hein. Et c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Je sais pas si tu l'abordes sur le réseau un peu sur justement l'envers du décor de comment créer une vidéo. Ça m'intéresse de savoir. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup de ce backstage. Mais c'est pas quelque chose que je crée en 20 minutes et une fois que la vidéo elle est faite, hop, je la balance sur YouTube. C'est beaucoup plus que ça en réalité. Il y a le choix du sujet. Donc on va parler sous quel angle, parce qu'on peut pas parler de tout. Hein. Par exemple, un jour j'ai fait une vidéo sur la magie des bougies. C'est un sujet qui pourrait faire l'objet de plein de vidéos, mais il faut bien restreindre la vidéo. Et voilà, je fais des vidéos en général qui durent 20-25 minutes en fonction des sujets. Donc voilà, quel angle est pertinent, comment en parler pour que ce soit accessible. Et ça, c'est vraiment ce qui est important pour moi à travers cette chaîne, c'est de réussir à travers des vidéos de format pas trop long, mais qui sont pas non plus des formats de 5 minutes, hein, tu vois, réussir à mettre le pied à l'étrier. Mon idée, c'est de rendre les gens autonomes dans leur pratique. Pas qu'ils soient là à me demander, mais comment je fais, moi, si je veux utiliser des bougies, je veux qu'après ce temps passé à regarder une vidéo, ils puissent se dire, ok, je me sens de faire ma propre expérience. Et ben ça me demande un peu de temps d'écriture. C'est-à-dire que quand je branche la caméra, enfin c'est pas moi qui la branche hein, d'ailleurs pour les auditeurs, c'est mon conjoint qui me filme. J'ai souvent fort préparé la vidéo en amont, est ce que j'allais dire, pour que ce soit vraiment clair, fluide, que les idées s'enchaînent bien et que ce soit que les gens puissent en ressortir avec du biscuit, tu vois ce que je veux dire. Et le moment de la captation en soi, moi j'ai la chance d'avoir un compagnon qui est dans le milieu de l'audiovisuel et donc c'est lui qui me filme et c'est lui qui fait aussi le montage
C'est beaucoup de travail, le montage. Et c'est vrai que les vidéos que je propose en plus sur YouTube, elles sont... c'est pas que face caméra. Souvent, voilà, on fait beaucoup de plans de coupe. Ça demande beaucoup de travail. Et on le fait sur notre temps libre. Et du temps libre, c'est pas... on est parents, rappelons-le. On travaille. Donc, c'est pour ça que j'ai pas un rythme de publication qui est extraordinaire. Je suis pas cette youtubeuse qui va sortir une vidéo par semaine pour sortir une vidéo par semaine. C'est pas ça l'objet, hein. Je préfère sortir une vidéo toutes les 3 semaines, mais on a pris le temps et où c'est OK plutôt que de faire du contenu, voilà, pour l'algorithme. Mais c'est vraiment du travail, hein. Tout ce contenu gratuit qu'on propose sur YouTube, c'est des heures de travail en réalité derrière. Ouais, et puis c'est vrai qu'au final, ça participe aussi à cet enchantement-là. Enfin, moi, j'adore regarder tes vidéos, surtout les passages un peu cinématographiques. Je trouve que ça rajoute beaucoup de choses et effectivement, en fait, plus on essaye de rendre accessible un sujet, plus ça demande de la recherche et du travail en amont, effectivement. C'est vraiment... Oui, parce que moi, je pense que on peut faire de l'excellent contenu avec un contenant qui est pas très joli, mais si le contenant lui aussi a cet aspect esthétique, on reste plus volontiers devant son écran à regarder la vidéo jusqu'au bout, on est plus attentif. C'est, je pense, une inclinaison naturelle que nous avons tous, hein. Ouais, c'est sûr. Et du coup, ça m'intéresse parce que effectivement, tu dis que t'as travaillé dans l'histoire de l'art, que tu fais des vidéos. D'ailleurs, dans ta dernière vidéo, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il y a vraiment un travail de recherche historique pour le coup qui a été fait. Oui. Et du coup, j'ai l'impression que peut-être cette chaîne, elle résume un peu toutes tes passions, ou est-ce que tu vois autre chose qui aimerait bien regrouper toutes tes passions dans un seul truc ou pas? C'est vrai, sur cette chaîne, je me fais plaisir. Je peux vraiment parler de tous ces sujets qui me passionnent. Clairement, toutes les études que j'ai fait en histoire de l'art, en archéo, moi je travaillais beaucoup sur les civilisations anciennes, j'ai beaucoup travaillé sur justement la magie en Égypte ancienne, j'ai fait plein de choses. Ça nourrit vraiment mes réflexions aujourd'hui et ça me donne aussi des méthodologies dans la façon dont je vais construire mes vidéos. C'est-à-dire que évidemment, quand je propose du contenu où il y a de l'information comme la dernière sur Abracadabra, je vais avoir une méthodologie de recherche qui va me permettre de créer du contenu que j'espère être pertinent. Mais vraiment, ça me sert. Et puis, je parle de choses qui forcément me parlent profondément. Donc, ça se distille au fur et à mesure des vidéos. Mais il y aura sûrement d'autres choses qui vont arriver. J'ai hâte. J'ai plein d'idées. Et d'ailleurs, oui, tu parlais d'écriture tout à l'heure. Est-ce que c'est un projet? Oui, c'est même plus qu'un projet. J'ai déjà écrit mon premier livre et c'est une joie car j'aime beaucoup écrire et c'est vraiment un rêve qui se concrétise. Je suis très heureuse de pouvoir vous proposer ce livre, je l'espère, à la rentrée 2022. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, je peux vous en parler un peu plus. Alors sur ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup parlé des sabbats, de la roue de l'année. Donc je ne sais pas si les auditrices et les auditeurs connaissent bien ce concept, mais dans la Wicca, on estime qu'il y a 8 temps forts dans l'année qui correspondent aux solstices, aux équinoxes, et puis il y a 4 fêtes celtiques qui sont en fait de très anciennes fêtes, les 4 fêtes qui s'appellent Samhain, Imbolc, Beltane et Lunasa, qui sont 4 fêtes qui se tenaient à l'ère celtique et qui nous sont parvenues aujourd'hui sous des formes christianisées pour la plupart. Souvent, par exemple, quand on fête Noël, on oublie d'où ça vient. Et dans mes vidéos, souvent, j'essaie de dire, tiens, qu'est-ce qu'on fête en réalité? Et souvent, on se rend compte que les origines sont très, très anciennes. Et donc voilà, ça donne lieu à ces 8 temps de l'année. Alors, je voudrais faire une distinction parce qu'il y a les 4 temps de l'année celtique et puis il y a 4 autres temps qui sont les solstices et les équinoxes qui ont été rajoutés par la Wicca, qui ne correspondaient pas forcément à des temps qui existaient chez les anciens. Mais en tout cas, c'est un référentiel qu'on utilise aujourd'hui, depuis les années 1950, et qui se tient.
Et donc j'ai fait toute une série de vidéos sur ces temps forts de l'année et comment on peut les célébrer. Et ça fait vraiment partie de la magie du quotidien dont on parlait tout à l'heure, hein. Célébrer les solstices, les équinoxes et puis les festivals celtiques. Ça permet vraiment de venir réenchanter le quotidien, de se reconnecter au cycle saisonnier et de refaire du lien avec ce qu'on vit souvent. Surtout quand on vit aux villes, on est fort déconnecté des cycles de la nature, et se reconnecter à ça, à la roue de l'année, ça permet vraiment de refaire ce lien qui s'est souvent perdu. Bref, tout ça pour dire que j'ai commencé à écrire une série de livres sur chacun des sabbats. Et le premier que j'ai écrit concerne Samhain, qui correspond au 31 octobre, 1er novembre, qui est notre actuel Toussaint, et qui est l'Halloween anglophone, et qui est une fête héritière d'une très ancienne célébration celtique, donc Samhain, qui était très certainement la célébration la plus importante qui avait lieu chez nos ancêtres. Ça donne envie. Quand est-ce qu'on peut acheter ces livres? Écoute, je l'espère mi-septembre, mais tu sais, il y a actuellement une crise de l'édition qui est très importante. On a une pénurie de papier sans précédent. Ce qui fait que les délais d'impression sont vraiment rallongés. Donc j'espère vraiment que ce livre arrivera mi-septembre, mais voilà, en tout cas c'est pour normalement la rentrée 2022. J'ai mis beaucoup de cœur dans cet ouvrage. J'en doute pas. En tout cas, on croise les doigts pour qu'il sorte en septembre, et effectivement beaucoup d'amour sur toutes les maisons d'édition qui sont vraiment importantes dans nos milieux, quoi. Oui, et d'autant que, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui on a beaucoup de chance d'avoir accès à tous ces livres en langue française, mais il n'y a encore pas si longtemps, quand on se lançait dans la sorcellerie, c'était pas pareil. C'est sûr. Vraiment. Donc oui, c'est important de les soutenir. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance, ouais. J'ai une question pour toi que j'ai eu du mal à traverser aussi, et je pense que pas mal de gens à des niveaux différents se frottent à cette problématique-là, mais c'est la question de l'image de soi. Parce que j'imagine que quand on lance une chaîne YouTube, cette problématique arrive à un moment donné. Oui. Comment tu as vécu cette chose-là? Ah bah la problématique, elle s'est posée immédiatement. C'est extrêmement difficile de se voir en vidéo, de se voir et de s'entendre. Très clairement, quand on se regarde dans le miroir, on ne se voit pas, on se check. On ne se voit jamais comme on est vraiment dans la réalité. On ne voit pas de mimiques, et on a souvent peu de recul sur notre façon de nous exprimer, la façon dont notre visage bouge, voilà. Et c'est vrai que la toute première fois où j'ai branché la caméra, j'étais très gênée. J'ai même demandé à mon conjoint qu'il sorte de la maison pour que je sois toute seule face à la caméra, parce que je me sentais extrêmement gênée de parler devant l'appareil, et encore plus devant mon conjoint d'ailleurs. Donc j'ai simplement branché la cam, j'ai commencé à parler devant, et quand j'ai regardé le résultat, je me suis sentie très très mal, parce que je me suis découverte comme je ne m'étais jamais vue. C'est très perturbant. Donc au début, j'ai cru baisser les bras. Je me suis dit, c'est pas possible, je ne vais pas y arriver, et je vais pas pouvoir me voir comme ça, c'est trop violent. Et au final, je me suis lancée. Et bon, j'avais quand même la chance d'avoir un conjoint dont c'est le métier, donc il savait me filmer, donc ça aide beaucoup, tu vois. C'est sûr. Il a pu me donner des conseils. Et très rapidement, le choc que j'avais eu au début s'est complètement inversé. C'est-à-dire qu'à force de me voir et de m'entendre en vidéo, j'ai vraiment apprivoisé mon image. Et aujourd'hui, je te dirais que ça a même participé de mon amour de moi. C'est-à-dire que j'ai davantage confiance en moi aujourd'hui, grâce à la vidéo, parce que j'ai pu faire ce travail par rapport à mon image, à m'apprivoiser, à dire ok, je suis comme ça, je parle comme ça, et ça m'a appris aussi à avoir du recul sur la façon dont je m'exprime. Encore aujourd'hui, je me dis tiens, là je bouffe mes mots, donc ça aide beaucoup à avoir du recul sur soi. Mais vraiment pour moi, ça a été un outil d'empuissancement, la vidéo. Là où je pensais que ça allait être extrêmement difficile, et ça a été le cas, hein, comme je te le dis, dans
les tout débuts. Très rapidement, ça s'est inversé et j'ai ressenti une forme d'empuissancement par rapport à ça. Trop bien. C'est vrai que c'est un sujet qui revient de manière récurrente. Moi, dans l'école, c'est en tout cas quand je vois les gens évoluer, je me rends compte que c'est un sujet qui est récurrent, surtout parce que on souffre aussi de cette vision de la sorcellerie et que souvent les personnes qui font de la sorcellerie ont eu cette blessure de rejet ou d'humiliation souvent. Ouais. Et quand on parle de réenchanter le monde, souvent on a l'impression que c'est à nous de réenchanter le monde, de nous vers l'extérieur. Et je trouve ça intéressant de se poser, de se dire ok, comment je peux me réenchanter moi aussi, et comment je peux me regarder différemment et comment je peux me complimenter aussi. Je trouve que c'est intéressant d'avoir cette démarche-là au-delà de faire des vidéos. Enfin, c'est un outil, mais en tout cas, je trouve ça important de faire cette démarche-là envers soi-même, quoi. C'est une démarche dont on ne peut pas faire l'économie, il me semble, en tout cas si on a envie de se sentir bien. C'est sûr. Et en tout cas, c'est vrai que pour moi, la vidéo, ça a été un outil vraiment intéressant pour ça, mais je pense que c'est le cas aussi pour la photographie. Tu vois, ça fonctionne aussi. Carrément. C'est un bon shooting photo avec la bonne personne, ça peut vraiment faire la différence, effectivement. Et ça peut débloquer bien des choses. Du coup, je cite mon ami MP Photographie, je sais pas si vous la connaissez, mais n'hésitez pas à aller voir son travail sur Instagram, parce qu'elle justement, elle aide à travailler sur l'image de soi et sur la réconciliation avec son image, effectivement. J'ai envie de te questionner sur l'avenir. Tu nous as parlé de la chaîne YouTube, du livre qui arrive. Et j'ai l'impression dans ton discours que tu as envie de développer cette sorcière que tu es à son maximum. Est-ce que tu pourrais me dire à quoi ça pourrait ressembler dans 3 ans? Eh bien, déjà dans 3 ans, j'espère avoir quitté Paris déjà. J'aimerais développer mes talents de sorcière à la campagne. J'aimerais pouvoir développer un jardin magique, vois-tu, voilà. Pas seulement planter des fruits et des légumes, ce que je ferais sûrement, mais aussi développer une forme de magie au jardin. Donc, comme je te l'ai dit, j'utilise beaucoup les herbes, les plantes dans ma magie, et le fait de les récolter soi-même, ça fait beaucoup, il me semble, dans le processus. Donc, dans 3 ans, je me vois sous ce prisme-là, et j'aimerais pouvoir partager cette aventure aussi en vidéo. Cette transition du milieu ultra-urbain vers la campagne, et puis comment on peut vivre sa sorcellerie de cette façon. Et dans 3 ans, j'espère que je serai toujours en train d'écrire des livres, car j'aime ça, cette transmission. J'aime transmettre à la fois en vidéo, mais le support écrit a aussi mes faveurs. Je pense que ça apporte autre chose, et puis que ce lien papier, on l'a beaucoup, tu vois, l'objet livre, on en a encore vraiment besoin. Et qu'est-ce que je vois encore pour moi dans 3 ans? Tu vois, c'est une question difficile. Je te dirais qu'à bien des égards, je me suis sentie assez anxieuse ces derniers temps vis-à-vis de la façon dont la société évolue. J'ai souvent peur des phénomènes climatiques, mais aussi des enjeux sociaux qui sont énormes aujourd'hui. Et parfois, j'ai cette sensation d'écrasement de l'horizon qui me donne un sentiment d'urgence, à me dire ok, c'est pas dans 3 ans, c'est maintenant. Je sais qu'il faut prendre les bonnes décisions. Ça se joue maintenant, et surtout en étant maman, tu vois ce que je veux dire, c'est la question, elle est encore plus brûlante. Ouais, il y a urgence à se révéler à soi-même et au monde. Oui, et à faire les bons choix. Trop bien. C'est un super conseil. Et d'ailleurs, pour clôturer avec toi, je vais te poser la question de fin rituelle, qui est si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent pour les faire réfléchir sur leur manière d'aborder la sorcellerie, ce serait quoi? Eh bien, cette question, c'est une double question en réalité. Ce serait que savez-vous sur la magie de là où vous habitez, sur le folklore
de votre terre? Que savez-vous de comment vous connectez à la magie de chez vous? Hein, car on est très souvent ignorant de ce qui se passe juste là où on habite. Oui, puis c'est vrai que tu parlais effectivement de la modernité de la sorcellerie qui est en fait assez dogmatique au final parce qu'on parle toujours un peu de la même chose. Et c'est vrai qu'on se pose rarement la question de, en fait, c'est quoi la magie du lieu dans lequel je vis. C'est ça. Et très souvent, les régions sont très riches en histoire, en folklore. Et ces histoires ont tendance à s'oublier, malheureusement, parce que elles ne sont pas mobilisées. Et je pense qu'en tant que sorcière et sorcier et païen, païenne, on a beaucoup de richesses à découvrir juste là où on habite, là où nous marchons. Donc ça passe par redécouvrir les histoires, les mythes qui sont liés à nos régions, mais aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, à qu'est-ce qui pousse sur le bord du chemin. Quels sont les champignons que je vais trouver cet automne, là où j'habite, qu'est-ce que ça dit du lieu où je suis et qu'est-ce que ça dit de moi aussi peut-être. Trop bien. Du coup, je vois plein de manières de faire ce truc-là et ça me motive à y aller. Mais tu vois, je pense par exemple à aller questionner les anciens du village ou les personnes âgées qui ont gardé cette mémoire-là et qui la transmettent pas par manque d'écoute en fait. Et je pense qu'on a aussi un rôle à faire. Et puis comme tu disais, les livres aussi, je pense que c'est intéressant d'aller étudier la mythologie des livres qui nous entourent. Il y a plein de biais pour ça. Et c'est un cheminement passionnant quand on s'y autorise, parce que volontiers on s'intéresse à des cultures de l'autre bout du monde. Mais ne faut-il pas d'abord essayer de voir ce qui se passe chez nous pour mieux se connaître? C'est peut-être la première pierre. Je pose celle-là. Super. Je vous invite à suivre cette voie-là parce que ça peut être très enrichissant. Et il y a aussi une approche qui peut être intéressante, je pense, que j'ai développée naturellement aussi. Je me suis posé la question récemment de comment en fait je peux. Effectivement, il y a cette démarche de qu'est-ce qui a existé comme mythologie autour de chez moi. Et comment moi je peux aussi créer une mythologie de mon entourage, des choses qui m'entourent. Là, par exemple, je vais souvent en forêt à côté de chez moi, une petite forêt que j'aime bien. Et je m'invente des nouvelles histoires par rapport. Il y a un arbre couché, il y a un autre arbre à l'autre bout de la forêt, et je les imagine amoureux, sauf qu'ils peuvent plus se voir parce qu'il y en a un qui est tombé, et du coup, je leur envoie des messages l'un à l'autre, je fais le Sherpa, en fait. Et je trouve que c'est intéressant dans cette manière de réenchanter le monde, de se dire comment moi je peux créer un dialogue sur l'environnement qui m'entoure. Oui, comment je peux donner du sens à ce qui m'entoure. Oui, c'est une belle façon de faire, et tu vois, en tant que maman, en plus, forcément, c'est chose à stimulant d'avoir toutes ces histoires à raconter pour se dire, oui, quand on fait une balade en forêt avec nos enfants, c'est plus qu'une balade en forêt, c'est une aventure. Ah ouais, transformer la vie en aventure, c'est ouais, faisons ça. Écoute, Katie, merci beaucoup. Merci à toi, Nicolas. Passionnant de t'écouter. Et du coup, j'aimerais que tu nous dises comment on fait pour te retrouver sur les réseaux, pour travailler avec toi en naturopathie, pour trouver ton livre. Oui. Comment on te trouve dans le monde? Comment on me trouve? Alors, ma chaîne YouTube, elle s'appelle Adastra, Astra, avec mon nom complet, Katie Aurin-Ferrella. J'imagine que tu mettras ça dans la description du podcast. Et j'ai un compte Instagram qui s'appelle Katie, K-E-T-Y-Adastra. Je suis pas une très très bonne Instagrammeuse parce que ça demande beaucoup de présence et que j'accorde beaucoup d'importance à l'instant présent, ce qui fait que voilà, je suis pas la meilleure Instagrammeuse du monde, mais je fais quand même pas mal de partages. Et pour mon livre, il sera publié chez Alliance Magique à la rentrée, qui sera disponible partout, je l'espère. Et concernant la naturopathie, c'est un aspect de ma vie professionnelle que j'ai mis en pause parce que l'écriture de mes livres me prend beaucoup de temps et que j'ai également un emploi à temps partiel en bibliothèque, ce qui est également formidable parce que, bien sûr, ça me permet de faire toutes mes recherches.
Donc pour l'instant, la naturopathie, voilà, je communique un peu moins dessus parce que c'est mis en pause. Je ne peux pas tout faire et il a bien fallu faire des choix au bout d'un moment. Donc le choix que j'ai fait, en tout cas pour le moment, c'était de mettre en pause les consultations de naturopathie. Très bien. Bon bah écoutez, ruez-vous dans les librairies pour acheter le livre de Katie et allez vous abonner à sa chaîne parce que elle est vraiment belle à regarder et à écouter. Merci, ça me fait beaucoup d'honneur ce que tu me dis, d'avoir ton regard de pratiquant sur mon travail, m'honore beaucoup. Je te remercie.